Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à montrer comment créer une application Android avec Jetpack Compose selon les bonnes pratiques, c'est-à-dire avec une architecture propre qui fait la lecture des données dans un classeur Google Sheet qui est évidemment en ligne sur les serveurs de Google. Et à cela, créer un système de cache avec la base de données locale SQLite avec la bibliothèque Room. Tel est le classeur Google Sheet que nous allons utiliser. En tout cas, même sur le navigateur, on ne peut pas accéder à ces classeurs sans avoir s'authentifier. Normalement, je dois être connecté à la plateforme Google Sheet. Ici, c'est avec ces comptes. De la même manière, pour accéder aux données de ces classeurs, l'application que nous allons créer doit aussi se connecter avec le compte Google. Comme vous pouvez le voir au lancement de l'application, au tout premier lancement, on demande l'utilisateur de se connecter avec son compte Google. En se connectant, on lui donne directement accès à Google Sheet. Lorsque je sélectionne ces comptes, je suis connecté et du coup, l'application lit les données du classeur et les affiche sur une liste. Cool. À la première lecture, les données sont récupérées depuis Google Sheet qui est en ligne et automatiquement, les données sont sauvegardées dans la base de données locale. Parce qu'au prochain chargement, l'application ne sera plus en train de récupérer les données en ligne, mais plutôt sera juste en train d'observer les données en local. Mais en cliquant sur l'icône Refresh, ça refait l'opération de récupération des données en ligne sur Google Sheet et la remise des données en cache ainsi de suite. L'application permet, lorsqu'on clique sur le bouton Partager, de partager bien sûr les informations du stock sélectionné sur d'autres plateformes de partage des données du type texte. Comme je l'ai montré tantôt, tel est le classeur Google Sheet que nous allons essayer de communiquer avec pour lire les données de cette plage constituée de la colonne compte, marque, modèle, caractéristiques, prix net, commission, image link et à la fin ici, stock. Google Sheet est une application de fait de calcul incluse dans la suite web gratuite de Google Workspace qui s'exécute évidemment directement dans les serveurs de Google. Normalement, tous les services de Google, pour les accéder, il faut avoir un projet sur sa plateforme de cloud computing, Google Cloud Platform. C'est ce que je vais faire d'abord. Dans cette nouvelle fenêtre sur le navigateur, je vais chercher ici Google Cloud. Sélectionnez ici Google Cloud Console. Je vais ensuite cliquer ici sur Google Cloud Platform. C'est bon, j'y suis déjà. C'est bon, ça y est. Je vais cliquer ici sur cette zone de liste déroulante. Select a project. Bon, dans cette boîte de dialogue, je vais cliquer ici sur New Project. Le nom du projet, ça sera ici. Stock Share. Location, bon, je vais laisser No Organization. Puis, cliquer sur Create. La création du projet est en cours. Ouais, on nous dit que le projet est déjà créé. Je vais cliquer ici sur Select Project pour accéder au projet. C'est bon, je suis déjà en plein projet, plus précisément sur le dashboard. Il y a tellement de staff, en tout cas, c'est sur cette plateforme où on retrouve toute la magie des services Google que Google offre aussi aux tierces personnes de les utiliser. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'utiliser juste les services de Google Sheet pour accéder aux données qu'on y retrouve dans une plage donnée. Pour ce faire, à ce niveau, au niveau des APIs and Services, je vais cliquer ici sur Enabled APIs and Services. C'est bon. C'est en cours de chargement. Cool. On peut voir ici la liste des API et services disponibles. Mais en attendant, il faut d'abord cliquer ici pour activer l'utilisation des API et services. On peut voir une liste non exhaustive d'API et services qui sont disponibles. Ce qui nous intéresse ici, comme je l'ai dit, c'est Google Sheets API que je vais devoir sélectionner. Je vais l'activer en cliquant sur Enable. C'est bon, c'est déjà activé.
Ce que je vais faire, c'est de créer des identifiants en cliquant ici sur Create Credentials. L'API sélectionnée est bel et bien Google Sheets API. Je vais cliquer ici sur Next. Oups, Data Preference is required. Je vais sélectionner ici User Data, puis cliquer encore une fois sur Next. Cette fois-ci, c'est bon. À la deuxième phase, au Auth Consent Screen. En tout cas, il y a plusieurs informations à renseigner ici. App Name, le nom qui sera affiché lorsque Google demande le consentement d'un utilisateur à accéder à l'application. Le nom de l'application ici, je vais mettre StockShare. L'adresse mail de support, je vais sélectionner celle-ci. App logo, en tout cas c'est une information optionnelle, je ne vais pas renseigner. Developer contact info, je vais mettre encore une fois cette adresse mail comme suit. Et enfin, pour cette phase, je vais cliquer sur Save and Continue. Pour Scopes, ça c'est optionnel. Je vais laisser cette partie. Cliquez sur Save and Continue. L'étape suivante, Auth Client ID. Type de l'application, au fait, c'est une application Android que nous allons utiliser, que nous allons créer. Comme c'est une application Android, on demande le package, le nom du package. Le projet Android a déjà été créé dans Android Studio. Et dans ces fichiers, le fichier main activity, juste ici, on peut avoir les packages de l'application. Je vais les copier et les coller juste à ce niveau ici. La clé du certificat SHA1 du projet Android. Je vais revenir dans Android Studio. Je vais cliquer juste ici à droite, sur Gradle, sur Task, puis sur Android, puis double-cliquer sur Sign in Report pour évidemment avoir la clé. C'est bon. Vous pouvez voir la clé. Je vais copier ceci, SH1, et les coller dans notre projet sur la console Google Cloud, juste à ce niveau. Je vais ensuite cliquer sur Create. Bon, Your Credentials. Je ne pense pas que nous aurons besoin de ceci. En tout cas, en cas de besoin, on peut toujours revenir. Je vais enfin cliquer sur Done. C'est bon. Google Sheets API est déjà activé et déjà prête. C'est bon, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de consommer alors cette API dans notre application Android pour faire la lecture des données de la feuille de calcul Google Sheet. Je vais revenir dans Android Studio. Je vais fermer ceci et remettre la configuration de compilation à App, LAC 10. Ouais. J'avais déjà configuré le projet avec toutes les dépendances. Comme vous pouvez voir dans build.gradle.kts au niveau du projet. Dans le bloc build script, nous avons ces class path pour le plugin Gradle de Daggerhilt, bien sûr pour l'injection de dépendances. On fait aussi appel à ces plugins ici dans le bloc plugin. Et la version Kotlin, ici c'est à 1.8.10. On suit. Bien. Dans build.gradle, au niveau du module app, nous avons ici les plugins Kotlin Capt pour la génération des codes, pour l'injection des dépendances, ainsi que les codes de manipulation de la base de données SQLite pour la bibliothèque Room. Les plugins pour Daggerhilt, Compile SDK, c'est la version 34. La version de Java ici à 17, tout comme ici. On va utiliser bien sûr Compose et la version Compose, ce sera la version de 1.4.3.
ces machins aussi pour éviter les conflits entre bibliothèques. Dans les blocs dependencies, nous avons ici la dépendance de Play Service Author. En fait, pour utiliser Google Sheets, nous devons être connectés par un compte avec un compte Google. Cette dépendance nous fournira des API nécessaires pour la connexion avec un compte Google dans notre application. Nous avons aussi ici la dépendance Google API Client pour Android. Celle-ci nous fournira des API ou des classes pour permettre à l'application Android de communiquer avec les API Google, plus particulièrement ici, pour notre cas, l'API de Google Sheets. Ensuite, la dépendance pour Google API Service Sheets pour instancier ici, au fait, les services Google Sheets, les manipuler avec les différents objets qu'elle offre. Bien. Nous avons ces deux dépendances pour résoudre le conflit de dépendance. Nous avons Kotlin Coroutines Play Service pour une bonne écriture des tâches asynchrones avec la fonction await de coroutine. Nous avons ici ces dépendances pour la base de données locale Room, en fait pour la mise en cache des données qui seront en train de provenir en ligne depuis Google Sheets. La dépendance Quill pour l'affichage des images depuis l'Internet. Et enfin, nous avons les dépendances pour l'injection des dépendances d'Aga Hita. C'est tout. Je vais fermer ce fichier et commencer déjà les hostilités. Je vais dire l'écriture des codes. Cool. Nous allons d'abord commencer à implémenter l'authentification avec Google. On aura besoin des credentials ou coordonnées d'authentification Google pour instancier les services de Google Sheets. Je vais créer une classe qui va encapsuler la logique d'authentification. Ça sera dans le package ici utile. Et à l'intérieur, je vais créer une classe dont le nom sera Google Auth Helper. Une classe ordinaire comme suit. Un paramètre private val context du type context. Et la première fonction ici, ça sera un appel à l'action qui retournera au fait une intention qui sera en train d'ouvrir une boîte de dialogue d'une application externe pour sélectionner un compte Google connecté à l'appareil. Ça sera ici fan request sign in. Comme valeur de retour, intent, que je vais importer bien sûr. Ici, je vais déclarer la variable val sign in options qui est égale à Google sign in options.build qui prend un paramètre Google sign in option.default sign in. Je vais appeler ici request email. Ensuite, request scopes pour donner accès à l'API Google Sheets à ce compte. Ça sera ici par scope. Comme argument, c'est sheets scope.spreadsheets. Puis, appeler la fonction build. La fonction va retourner par return Google sign in.getClient qui prend au premier paramètre le contexte, FAC10, et en deuxième paramètre, sign in options. Et à ceci, appeler la propriété sign in intent. C'est bon. Une fois cette fonction exécutée, la boîte de dialogue sera affichée, vous proposant de sélectionner un compte, bien évidemment. Lorsque l'utilisateur sera en train de sélectionner les comptes, on doit définir une autre fonction pour récupérer alors les coordonnées de connexion qu'on aura besoin pour instancier le service Google Sheets. Ce sera ici par fan sign in, un paramètre intent du type intent, ce qui sera détourné bien sûr par la première fonction. Ça sera en train de retourner une instance de Google Account Credential.
à l'intérieur, val account qui est égal à Google sign-in.get sign-in account from intent qui sera en train de prendre comme argument l'intent passé en paramètre de la fonction sign-in. La fonction est une task, d'où je vais appeler ici la fonction await. Await, c'est une fonction suspend. La fonction ici sera alors signée avec le modificateur suspend. Ouais. Val scopes pour attribuer les accès au compte connecté. Ici, ça sera par list of sheetscope.spreadsheets. En fait, c'est le seul élément qu'on aura besoin. Ensuite, val credential qui sera égal ici à Google Account Credential, appeler la fonction using OAuth2 avec comme argument ici le contexte, la 10, ainsi que les scopes. À l'objet credential, je vais définir la propriété selected account qui sera égale, là je vais appeler à l'objet account la propriété account pour afin retourner par return l'objet credential. À la fin, nous aurons aussi besoin de la fonction qui sera en train de retourner l'utilisateur connecté, l'utilisateur actuel bien sûr. Ça sera la fonction fan. Le nom de la fonction sera get signed in user. Ça sera aussi en train de retourner une instance de Google Account Credential qui sera bien sûr nullable. À l'intérieur, val account qui est égal à partir de Google sign-in. C'est en train d'appeler la fonction get last signed in account qui prend le contexte en argument. Return par une expression conditionnelle, l'expression if. If account n'est pas égal à nul. Dans ce cas, je vais copier tout ceci à ce niveau. Et la valeur de retour sera ici credential. Mais si c'est nul, je retourne la valeur nul. C'est bon, je crois que c'est tout pour la logique de connexion. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est d'injecter alors une instance de cette classe dans le fichier main activity. Ici. Bon, nous allons utiliser Daggerhilt pour une gestion clean des dépendances dans tous les projets. Je vais créer un nouveau package que je vais nommer DI plutôt, pour dire Dependency Injection. Au package racine, je vais créer un fichier que je vais nommer StockShare App, une classe ordinaire qui va hériter de la classe Application et doit être annotée par la notation Hilt Android App. Dans le fichier manifeste, je vais définir ici l'attribut name et StockShare App comme valeur. Cool. Je vais fermer ces fichiers, je ne vais plus l'utiliser. En fait, pour injecter l'instance de Google Auth Helper au niveau de main activité ici, ce que je vais faire, je vais dans les packages Dependency Injection, DI, créer un fichier dont le nom sera ici app module. C'est une singleton object. Ceci sera un module Hilt, d'où la notation module. Et ici, la notation install in en paramètre singleton component classe. Ce module Hilt sera en train d'exposer ses instances dans tous les niveaux de l'application.
Je vais exposer ici l'instance de cette classe et par la notation provides, la fonction fan provides Google Auth Help et en paramètre, injecter directement le contexte par la notation application content et ça sera dans les paramètres contexte ici, du type contexte. La fonction sera en train de retourner par return l'instance de Google Auth Help qui a besoin à paramètre du contexte comme suit. Il y a une erreur parce qu'on n'a pas défini le type de retour. Je vais le définir là 10 comme suit. Cool. Alors dans main activity, pour parvenir à injecter des dépendances ici avec Daga Hilt, qui sont soit dans le module Hilt ou qui peuvent être injectées par constructeur, la classe doit être annotée par la notation Android Entry Pointer. Ouais, comme suit. Alors ici, par la notation inject, let init var Google Auth Helper du type Google Auth Helper. Avec ça, Hilt injectera l'instance de cette classe lors de la compilation. En tout cas, c'est tout. L'idée ici est que lors du lancement de l'application, que l'application lance les processus de connexion si l'utilisateur n'est pas connecté, bien sûr. Dans la fonction onCreate du cycle de vie d'une activité, précisément ici, je vais d'abord créer une variable, ici par val, SunInIntent, dans laquelle je vais affecter la fonction sur l'instance Google Auth Helper, la fonction requestSunIn, qui retourne bien évidemment l'intent pour déclencher le processus de la connexion. Je vais utiliser ici le contrat d'activité pour lancer une tâche de connexion depuis l'activité et récupérer les résultats de cette tâche. Mais cette tâche sera lancée à une seule condition. Il faut qu'il n'y ait pas au fait d'utilisateur connecté. Alors ici, par la structure conditionnelle if Google Auth Helper get signed in user égale à nil, en tout cas si c'est nil, c'est qu'il n'y a pas d'utilisateur connecté. Dans ce cas, je serai en train de déclarer ici la variable val launch. Ça sera égal à remember launcher for activity result. Avec ces deux paramètres qu'il faut renseigner les arguments. Au paramètre contract, la tâche qu'on souhaite faire ici, ici ça sera activity result contract, start activity for result comme suit. Et le paramètre result, au fait, ce sera une fonction lambda qui retourne le result de la tâche, ici result, et à l'intérieur ici, if result code égale à result OK, que je dois importer bien sûr. Dans ce cas, c'est que c'est bon. On sera ici en train de connecter l'utilisateur et retourner ses coordonnées de connexion par la fonction SunIn de Google Auth Helper, qui est bien sûr une fonction suspend. Je vais donc l'exécuter dans le coroutine de la portée de l'activité par lifecycle scope.launch. Je vais assigner dans la variable val credential, ce sera ici égal à partir de Google Auth Helper.sign-in. En paramètre, à partir du result, on récupère les data, qui est bien sûr un intent, une intention. Si c'est nul, on sera ici en train de faire return launcher. Avec ces credentials, on pourra alors instancier les services de Google Sheet. Je peux ajouter ici un commentaire. Credential à utiliser pour instancier Google Sheets. Alors, juste ici en bas, dans un Launched Effect, comme suit,
pour se rassurer que la composition est finie et que launch a déjà été initialisé. Bon, la clé, ça sera ici Unite. Ça sera juste exécuté une seule fois après que la composition est finie. Les blocs, ça sera comme une fonction lambda. Et ici, à l'objet launch, je serai en train d'appeler la fonction launch. Et en paramètre, l'action qu'on souhaite réaliser ici, ça sera cet item que nous avons déclaré juste ici. C'est cool. Bien, je vais tester l'application pour voir ce que ça va donner. Au niveau de surface, je vais ajouter un box comme suit. Ici, fill max size pour que ça remplisse tout l'écran. Et à l'intérieur, un texte. Bon, je vais gérer les différents états du UI. En fait, je vais créer dans le package UI la classe main view model. Je vais déplacer aussi la classe main activity dans le package UI. En tout cas, ça fait partie de la couche UI. Tout comme la classe main view model. Ça ne doit pas être vraiment assez dans le thème. Ouais. Alors, pour que la classe main view model soit injectable, cette classe doit être annotée par la notation Hilt view model. Ça va hériter de la classe view model. Et ici, la notation inject, suivi par le mot-clé construct. Je vais importer inject. C'est dans cette classe que je serai en train de gérer tout l'état du UI. Pour ce faire, je vais représenter l'état du UI par la classe que je vais encore une fois créer dans le package UI. Ça sera UI state in data class. Et la première propriété, val credential du type Google Auth Credential, qui est nullable, que je vais initialiser à nul. Alors, dans main view model, je vais déclarer ici la variable val UI state, qui est égale à mutable state auth d'une instance de UI state comme suit. Avec bien évidemment la propriété credential initialisée à nil. Maintenant, lorsque l'authentification finit avec succès, ça doit passer de nil avec les credentials de l'utilisateur connecté. Pour ce faire, ici, je vais déclarer une fonction fun on sign in success avec un paramètre credential du type Google Account Credential. Cette fonction sera en train de modifier l'état du UI par UIState.value. Ça sera égal à UIState.value.copy, juste une copie de la valeur actuelle du UIState. Ouais. C'est important pour la suite. Pour modifier ici juste la propriété credential. La valeur, ça sera le credential qui sera passé en paramètre. C'est cool. Alors, dans main activity, lorsque la connexion réussit, je serai en train d'appeler la fonction onSignInSuccess du viewModel. Juste ici en haut, je vais déclarer la variable val viewModel du type mainViewModel que je vais initialiser directement par la méthode HiltViewModel. En tout cas, ceci va injecter l'instance du viewModel au niveau de l'activité. Et juste en bas, val UIState qui est égal, ici on va récupérer juste le state, qui est égal à viewModel.UIState.value. Maintenant ici, au lieu d'instancier directement les services de Google Sheet ici au niveau du UI, ce qui briserait les bonnes pratiques de l'architecture moderne de développement des applications Android, on sera plutôt en train de modifier l'état du UI en appelant au viewModel comme suit
la fonction sign in success et passer credential comme argument. Alors ici, au niveau des textes, par une expression conditionnelle, if UIState.credential, si c'est nul, dans ce cas, on affiche le message pas connecté. Else, le texte sera connecté. Cool, c'est bon. Je vais alors exécuter l'application pour voir si l'authentification avec Google a marché, pour ainsi continuer avec les services Google Sheet. Je vais cliquer sur exécuter. C'est bon, l'application est lancée. Les messages affichés au lancement, c'est pas connecté. Et comme il n'y a pas d'utilisateur connecté, ça va lancer automatiquement le processus de connexion avec Google. Dans la boîte de dialogue, je vais sélectionner ces comptes. Accès refusé à ces comptes pour communiquer avec les projets sur Google Cloud Platform. En fait, les projets StockShare. Il est dit que cette application est dans la phase test. Ça ne peut pas être utilisé. Ça ne peut être utilisé que par les développeurs testeurs. Et ces développeurs doivent être enregistrés au niveau du projet dans Google Cloud Platform. Dans les navigateurs, sur la console de Google Cloud, je vais cliquer ici sur Credentials. Apparemment, ce n'est pas ici. Je vais cliquer plutôt sur OAuth Consents Screen. Ouais, je crois que c'est ici. Je vais cliquer au niveau de la rubrique Test Users sur le bouton Add Users. Et dans cette boîte de dialogue, je vais ajouter cette adresse mail pour que ça soit parmi les testeurs de l'application. Puis cliquer sur Save. C'est bon, c'est déjà ajouté. Ce que je vais faire, c'est de réexécuter de nouveau l'application. En cliquant ici. Ok. Là, on n'a pas connecté. Je vais sélectionner ces comptes. Les comptes que je viens d'ajouter, bien sûr, dans Google Cloud Platform. À ce niveau, je vais cliquer sur Continue. StockShare wants to access your Google account. Je vais donner accès en cliquant sur Hello. C'est cool. Et oui, comme vous pouvez le voir, les textes pas connectés devient connecté. C'est bon, cela veut dire tout simplement que nous avons réussi à connecter un compte Google à notre application. C'est vraiment génial. Ce que je vais faire par la suite, c'est de communiquer alors avec la feuille de calcul de Google Sheet. Alors dans App Module, je vais exposer l'instance de Google Sheets. Ici, par la notation Provides, ce sera par la fonction fan Provides Google Sheets API. En paramètre, injecter le contexte par la notation Application Context. Au paramètre contexte du type contexte, mais aussi injecter à partir du paramètre Google Auth Help l'instance de la classe Google Auth Help déjà exposée dans le même module. À l'intérieur, voilà JSON Factory, ça sera égal à Jackson Factory.getDefaultInstance. Ceci va nous permettre de mapper la réponse HTTP du format JSON en objet Kotlin. Puis, val HTTP transport, qui est égal ici à new HTTP transport, comme suit. Cette fonction sera en train de retourner par return. Ça sera par sheets.build. Au premier paramètre, HTTP transport. En deuxième, JSON Factory, et en troisième paramètre, le credential de l'utilisateur que nous allons récupérer à partir de Google Auth Help
par sa fonction getSignedInUser. Cette application name, ça sera à partir du contexte, appelé la fonction getString. Et là, ça sera par la classe R.string. Là, je dois importer la classe R. La ressource en soi ici, c'est appName. Puis enfin, appeler la fonction build. L'erreur, c'est parce que le type de la valeur de retour de la fonction n'est pas correct. Je vais ajouter ici les types de la valeur à retourner à sheets. C'est bon. Maintenant que nous avons cette instance, je vais créer un nouveau package que je vais nommer data. Bon, on y trouvera une autre package, ça sera repository, comme suit. Et dans ces packages, je vais créer la classe stock repository, comme suit. Inject constructor, comme paramètre, private val Google Sheets API du type Sheets, qui est déjà exposé dans le module Hilta. Comme Google Sheets tient les données en ligne, nous allons utiliser la base de données locale Room pour la persistance des données en local. Un système de cache question de proposer à l'utilisateur une bonne expérience utilisateur. Dans le package data, je vais ajouter un autre package que je vais nommer data source, dans lequel je vais créer la classe stock entity. Ça sera une data class. Pour que ça soit considéré comme une entité par l'ORM Room, on doit la noter par la notation entity. Et comme propriété, bon, je vais revenir dans Google Sheets. En fait, ici, je vais copier en fait toutes les en-têtes de notre tableau que je vais coller juste à ce niveau. Et les noms des variables doivent commencer par les lettres minuscules. En tout cas, c'est bon pour les bonnes pratiques de nommage des variables. Et ne doivent pas contenir des caractères accentués. Je vais remettre chaque variable à la ligne. Et je vais placer le curseur partout au début en faisant la combinaison des touches Alt et Shift, comme ci. Et là, je vais ajouter les mots-clés val. Je vais faire la même chose à la fin pour définir les types des données. Ça sera partout les types string. La propriété compte sera la clé primaire de cette entité, d'où je vais ajouter juste ici en bas la notation primary key. Après l'entité, je vais créer un autre fichier pour les DAO. Ça sera stock DAO. Ceci sera une interface qui doit être annotée par la notation DAO, comme suit. Et ici, je vais définir les différentes actions à faire sur la base des données locales. La première fonction, ça sera pour ajouter les données dans la base des données. Ici, par la notation insert, je vais définir les paramètres onConflict et ça aura comme argument onConflictStrategy à replace. Pour remplacer, au fait, si c'est les mêmes données qui proviennent de Google Sheets. La fonction, c'est suspendFan, insert all. Et en paramètre, on sera ici en train d'insérer d'un coup une liste des éléments stock entity. Cool. La deuxième action sur la base des données locales, ça sera une requête par la notation query. La requête en soi, c'est select all from stock entity pour récupérer tous les éléments de la table stock entity. La fonction ne sera pas cette fois-ci suspend. Fan observe
ça retournera plutôt les flots de coroutines qu'on pourra observer les changements. Ça sera un flot de liste des stocks entity. Enfin, pour les data sources, une autre classe dont le nom sera stock database, une classe ordinaire, ça doit être abstract et annoté par la notation database. Un paramètre de cette annotation, entities, pour définir la liste des entités de cette base de données. En tout cas, nous avons une seule entité dont la classe est stock entity, classe, comme suit. C'est la seule entité qu'on a. Et comme version, je vais mettre 0. La classe doit hériter de la classe room database, comme suit. Et à l'intérieur, une fonction abstract fun, ça doit être aussi une fonction abstracte, stock DAO, qui retourne au fait une instance du type stock DAO. Alors dans app module, je vais exposer d'autres instances pour l'injection de la base de données room, en fait dans les autres couches de l'application. Pour l'instance de la base de données room, je vais la noter par la notation singleton pour n'avoir qu'une et une seule instance de la base de données tout au long de l'application du projet. Aussi, ça sera par la notation provides pour l'exposer à partir de la fonction fan provides database en paramètre, injecter les contextes par la notation application context dans les paramètres contexte du type contexte. Ça sera une instance de la classe stock database et la classe va retourner par return room.database build au premier paramètre context.application context, deuxième paramètre stock database classe .java. En troisième paramètre, le nom de la base de données que je vais définir ici à stockdb.db. Puis juste ici, enfin, je vais appeler la fonction build qui permet en fait de construire alors cette instance. Bien, je vais exposer directement les DAO qui exposent les actions à effectuer sur la base de données. Toujours par la notation provides, par la fonction fan provides stock DAO en paramètre database du type stock database déjà exposé dans ce même module. Ça sera en train de retourner à l'objet DAO qui est le paramètre ici. On appelle la fonction stock DAO qui retourne en fait une instance de l'interface stock DAO. Dans stock repository, je vais ajouter ici les paramètres private val DAO du type stock DAO. Cool. En fait, ici, nous avons toutes les deux sources de données. La source Google Sheets qui permet de communiquer avec Google Sheets, qui est une feuille de calcul qui se retrouve en ligne. Et la deuxième source de données, à partir de l'instance DAO ici, qui permet de faire des actions sur la base de données locale. Cool. La première fonction ici que nous allons créer, ça sera fan. Je vais la nommer getSheetsData. GetSheetsData and cache them. Ça sera en train de récupérer les données en ligne dans les classeurs Google Sheets et les stocker directement dans la base de données locale. La fonction aura deux paramètres. Spreadsheets ID du type string que je vais initialiser en copiant ceci sur l'URL à ce niveau comme une chaîne de caractères.
Le deuxième paramètre, spreadsheet range, aussi du type string, pour déterminer la plage concernée par les données. Ici, les données commencent depuis la cellule A2 jusqu'à la cellule H10. Et la plage se retrouve évidemment dans la feuille stocks. Ça sera donc ici stock, point d'exclamation, de la cellule A2 jusqu'à la cellule H10. La fonction sera en train de retourner un flow de coroutine, et le type de données des valeurs du flow sera par inférence. Je vais donc aller ici. Je vais créer dans les packages utiles une classe qui va représenter les valeurs retournées par les flows, qui seront vraiment amorphes. Ça sera la classe result, une solid classe, une classe générique ici T, avec comme paramètre data du type T, qui est nullable, initialisé à nil, et le paramètre throwable, du type throwable, nullable aussi, qui sera initialisé à nil. La première classe qui hérite de cette classe est la classe success, aussi générique, donc ici T, avec comme paramètre data du type T, nullable, qui hérite des résultats T avec data comme argument du paramètre data. Puis la classe error, une classe générique aussi avec comme paramètre data du type T, qui est nullable. Aussi les paramètres throwable du type throwable. Et la classe va aussi hériter des résultats et avec data et throwable comme argument. Enfin, classe loading, aussi générique, pas besoin de paramètres ici, héritant aussi des résultats avec les valeurs des paramètres par défaut. Alors dans stock repository, la première valeur que ce flow va émettre, que ce flow sera en train d'émettre, ça sera une instance de result.loading comme suit. Pendant ce temps, on sera en train d'assigner dans la variable val response depuis Google Sheets API la fonction spreadsheets.value et là par la fonction get en paramètre on place spreadsheet ID. Oups, l'orthographe n'est pas bonne, c'est plutôt D ici. Et en deuxième paramètre, spreadsheet range, je ne l'ai pas non plus bien orthographié, ça doit être comme ça, spreadsheet range. Appeler la fonction execute, puis get values. Ça retourne au fait les données de la feuille de calcul à la plage sélectionnée. Pour formater les données reçues dans la variable val stock list from Google Sheets, dans cette variable, serait en train d'assigner un flow par la fonction flow auth. Je vais l'importer. Un flow auth de quoi? Un flow auth de réponses comme suit. Je vais appeler ici l'opérateur du flow map merge pour ramener les réponses à un seul tableau. Ici, it.asFlow. Les éléments du tableau retournés ici sont des types any. Pour les convertir en type stock, je vais appeler un autre opérateur du flow, la fonction map, pour accéder à chaque élément du tableau et retourner encore les tableaux. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est de dupliquer cette classe dans les packages domaine.model où je vais la coller avec le nom stock. Ceci n'est pas une entité room, je vais enlever ces deux annotations. Ça nous servira juste de modèle. Alors ici, dans map,
on sera en train de convertir chaque élément de la liste à une instance de l'objet stock. La propriété compte aura comme valeur ici it à l'indice 0 que je vais convertir to string. Les indices, c'est selon l'ordre des colonnes. Compte à l'indice 0, marque à l'indice 1, modèle à l'indice 2, ainsi de suite. Marque ici, ça sera à it à l'indice 1, modèle à it à l'indice 2, caractéristique, ça sera ici à it à l'indice 2, prix net à it à l'indice 3, ici c'est plutôt 3 et ici c'est plutôt l'indice 4. Commission par it à l'indice 5, image link it à l'indice 6 et stock à it à l'indice 7. Je vais sélectionner partout ici et appeler la fonction toString. Le flow ici, ça sera en train de nous retourner une liste en appelant ici la fonction toList. C'est une fonction suspend évidemment. Une fois j'ai la liste des stocks depuis Google Sheets, maintenant la fonction ici devra être à mesure de stocker les données récupérées en ligne, les stocker dans la base de données locale. À l'objet DAO, je vais appeler la fonction insertAll et passer en paramètre la liste stock list from Google Sheet. La liste en soi doit être une liste des instances stock entity. Dans stock, je vais définir les corps de la classe et définir la fonction toStock entity qui retourne l'instance de stock entity et passer tous ces machins à paramètres comme suit. C'est parfait. Alors dans stock repository, je serai en train de convertir chaque élément de la liste par map en instance stock entity en appelant à it la fonction toStock entity. Cette fois-ci, ça marche. Qu'est-ce que sera en train de faire cette fonction? Ça sera d'abord en train de récupérer les données sur Google Sheets en ligne, puis les stocker en local dans la base de données Room. Ici, pendant que le flow de la fonction a comme valeur l'instance loading, après ces deux opérations, le flow de la fonction doit émettre une nouvelle valeur par emit, cette fois-ci une instance de la classe success avec comme argument au paramètre data juste la valeur true. Ouais. S'il y a une erreur, ici, appeler catch et à l'intérieur, émettre une nouvelle valeur par emit, la valeur du flow de la fonction. Dans ce cas, ça sera l'instance de error, data annule, mais throwable, ça sera à it. Et juste ici, à la fin de ce flow, le flow sera exécuté par flow on dans le contexte de dispatchers.io, comme c'est une opération qui peut être très lourde. Avec cette fonction, nous avons notre première logique métier. La deuxième logique métier consistera à observer alors la liste des stocks dans la base de données locale. Ce sera par la fonction fan observe stock qui sera égale directement à l'objet DAO où on va appeler la fonction observe stock comme suit. C'est tout pour les repositories. Je vais rentrer dans le view model et appeler alors la logique métier de l'application pour que celui-ci puisse alors modifier l'état d'UI. Ici, on va faire l'injection par constructeur, une instance de repository à ce niveau par private val repository de type stock repository.
À ce niveau, je vais déclarer la fonction fan getSheetData and catch them. Ça sera exécuté dans un coroutine de la portée du viewModel par viewModel.launch dans le contexte de dispatches.main. Ici au repository, je vais appeler la fonction getSheetData and catch them qui retourne un flow que je dois collecter en appelant ici la fonction collect qui sera en train de retourner la valeur du flow pendant l'exécution de la fonction. C'est une instance de la classe SelectResult par la structure when sur les results. Si result is loading, aussi longtemps que result sera l'instance de loading, UIState.value sera égal à UIState.value.copy. Je vais ajouter les éléments qui définissent l'état du UI. Je vais ajouter ici la propriété val isLoading du type boolean que j'initialise à false. La propriété stocks qui est une liste des instances stock. Ça sera initialisé à une liste vide par la fonction empty list. Enfin, val error du type string qui est nullable initialisé à nul. Dans main viewModel isLoading sera à true lorsque result est une instance de loading. When is success, dans ce cas, je vais copier ceci à ce niveau. Mais isLoading sera à false. Et when is error, et dans ce cas, je vais encore une fois coller de nouveau ici. isLoading à false. Et error, ça sera à result.throwable. Là, je vais forcer cette valeur qui est nullable. Bon, étant donné qu'il y aura une erreur, certainement certainement que ça sera chargé et ainsi appeler la propriété message. La deuxième fonction, ça sera une fonction private fan observe stock from local. Toujours dans le scope des coroutines du viewModel scope, je vais appeler la fonction launch. Depuis l'objet repository, appeler la fonction observe stock qui retourne aussi un flow. Ouais. D'où je dois devoir collecter par la fonction collect qui retourne une liste de stocks. Je vais coller la mise à jour de l'état du UI ici encore une fois. isLoading à false et stocks à liste. Ça retourne une liste des éléments stock entity. Pourtant, les paramètres stocks acceptent une liste des instances stock. Je vais faire ce que j'ai fait dans la classe stock. Je vais copier ceci et dans stock entity, dans ce bloc, je vais coller la fonction. Le nom sera toStock et le type de retour c'est stock que je vais devoir importer. Cool. Dans main viewModel, à ce niveau, à cette liste, la fonction map et it sera en train d'être converti toStock. Cool. Cette fonction sera directement appelée à l'instanciation du viewModel dans les blocs init. Ouais. Et là, je vais appeler observe stock from local.
Tandis que lorsque l'authentification de l'utilisateur réussira, c'est-à-dire que c'est le premier lancement de l'application, dans ces cas, on devra appeler la fonction getSheetData and catch them à ce niveau. C'est bon. Dans main activity, si vous regardez bien à ce niveau, la propriété credential, UI state, est mise à jour que lorsque l'utilisateur termine l'action de s'authentifier. Dans le cas où il est déjà connecté, rien ne se passe vraiment pour cet état d'UI. Pour ce faire, à ce niveau, la main view model, je vais dupliquer cette fonction. Le nom sera setup current user. Celle-ci sera juste pour mettre à jour l'état du UI, plus précisément la propriété credential. Je vais donc enlever l'appel de la fonction getSheetData and catchDem parce qu'on ne sera pas en train de récupérer les données en ligne pour chaque chargement. Ça sera seulement quand il s'agit du premier chargement. Là, en tout cas, ça nécessite l'authentification. La fonction observeStock récupère le stock en local. Cette fonction est appelée juste à l'instanciation du viewModel pour observer les changements et mettre à jour la liste à afficher sur les UI. Dans MainActivity alors, à ce niveau, on sera en train d'appeler au viewModel setup current user. En paramètre, je passe Google Auth Helper get signed user. Là, je peux forcer la valeur à cette variable nullable, sachant que ce n'est pas vraiment nul. Ceci donne l'assurance que l'utilisateur soit connecté ou pas, current value sera mise à jour. Je vais attaquer directement l'implémentation des éléments UI. Je vais d'abord enlever tout ceci. À ce niveau, je vais appeler la fonction scaffold. Ça retourne dans cette fonction lambda les padding value comme suit. À l'intérieur, je vais définir un box par cette fonction composable. Modifier à modifier.padding et passer padding value comme argument. Je veux que les box occupent tout l'écran, donc à ce niveau du modifier, appeler la fonction fillMaxSize. Je vais ajouter cette annotation pour la prise en charge de certaines fonctions composables pour les matériaux 3 qui sont encore en expérimentation, parmi lesquels la fonction scaffold. Comme paramètre du scaffold, je vais définir top bar pour définir le UI de ce qui sera affiché à la barre de navigation supérieure. Ça sera ici un centre stop up bar. Au paramètre title ici, je vais définir un texte par la fonction composable texte. Ici, stock share app. Font weight, ça sera à extra bold. C'est bon. Je vais définir aussi les paramètres action pour les menus de la barre. On aura un seul menu. Là, je vais mettre un icône. Là, je vais appeler la fonction icon button. À l'intérieur, la fonction composable icon, comme ça. Content description anil et image vector à partir de l'objet icons, l'objet field, l'icône refresh. Quel sera le comportement de l'application lorsque l'utilisateur sera en train de cliquer sur ce menu? Au fait, l'application devra récupérer de nouveau les données depuis Google Sheets et mettre à jour la base de données locale. Parce que cette opération ne s'effectue qu'au premier démarrage de l'application, une fois l'utilisateur réussit son authentification. C'est bon à ce niveau. Alors, pour le contenu du scaffold, je vais par la structure conditionnelle. If UIState.isLoading ou, on suit, UIState.credential égale
Anil. Lorsque l'authentification n'est pas encore effective, dans ce cas, on sera en train d'afficher une barre de progression par la fonction composable Circular Progress Indicator. Modifie à ligne à centre pour la centrer dans les boxes qui occupent tout l'espace. Mais dans le cas où else if UIState.error égale à nil, comme suit, c'est que la liste est disponible. Dans ce cas, par la fonction composable lazy column, modifie fillmax size. À l'intérieur, la fonction items, qui prend la liste comme paramètre, comme argument, ça sera à partir du UIState, la propriété stocks, une liste des éléments stock. Items retourne dans cette fonction lambda chaque élément de la liste. Et pour chaque élément, on sera en train d'afficher les UI qui sera défini dans la fonction stock UI item. En attendant, dans tout autre cas, s'il y a erreur ici, par la fonction composable text, ça sera ici le texte, erreur, passer à la ligne, ça sera fait 2 fois, puis à partir du UIState, comme suit, afficher l'erreur juste ici. Modifier fillmax width et texte à ligne à centre pour centrer le texte. Cool, je vais copier les noms de cette fonction. Toujours dans le package UI, je vais créer un fichier Kotlin qui sera nommé stock item UI. À l'intérieur, une fonction composable fan stock item UI comme suit. Je vais ajouter une carte par la fonction composable card. Modifia.padding à 16.dp que je vais devoir importer. Ça sera pour la marge extérieure de chaque carte. À l'intérieur, la fonction colonne, fillmax width. À l'intérieur ici, A5 image de coil, comme suit. Ici, pour afficher l'image du stock. Bon, je vais ajouter à ce niveau les paramètres stock du type stock. Alors ici, ça sera stock, la propriété image link. Content description anil. Content skill, ça sera ici à crop. Modifie à fillmax width et 8 pour la hauteur que je vais définir en dur, ça sera à 200.dp. Je vais réduire ceci pour gagner de l'espace. Alors, juste en bas de l'image, je vais ajouter une colonne. Modifie padding, ça sera juste la marge horizontale, ici à 8.dp. À l'intérieur, texte, le paramètre texte à stock.marge, comme suit, concaténé avec stock.modèle lac 10. Comme style, ça sera ici depuis matériau thème, point typographie, ça sera à headline medium et font weight à bold. C'est bon, je vais dupliquer ceci en bas. Comme texte, ça sera juste. Ça sera juste à l'objet stock. Je serai en train d'afficher ici les caractéristiques du stock. Style, ça sera le style body large. Je n'aurai pas besoin de ceci, mais plutôt
max line à juste 2 lignes. De ce fait, le paramètre overflow à texte overflow eclipse. Voilà. Alors, juste ici en bas, dans un row comme suit, je vais appeler la fonction texte. Ça sera ici, à l'objet stock, le prix net, que je concatène avec USD. Une barre verticale comme suit, j'ignore comment on l'appelle. Ce sera ici concaténé par stock.commission, puis encore USD. Pour les styles, je vais copier juste ceci à ce niveau. Je ne vois pas pourquoi j'ai mis ce texte dans la fonction row. Bon, je vais juste les remettre en dessous de l'autre texte là qui dit ça. C'est alors qu'ici en bas, j'aurai besoin d'une fonction row. À l'intérieur, texte, ici, stock dispo, que je concatène avec la propriété du paramètre stock, la propriété stock. Le row va remplir toute la largeur, modifier à fill max width. Horizontal arrangement à space between et vertical alignment à center vertically. Parce que juste ici à côté, il y aura une icône par icône button. L'événement sera onStockShare qui sera un paramètre de la fonction juste ici en haut stock item UI. Une fonction qui ne retourne rien. À l'intérieur ici, icône, image vector à icons.field.icon.share comme suit. Content description, je vais mettre nul. Normalement, cette fonction ici devra retourner là où elle sera appelée les stocks. Ici, ça sera plutôt une fonction avec un paramètre du type stock like 10. Et juste ici, on précise les stocks comme argument. Ça doit être appelé entre accolades. Alors, dans main activity, là où on fait appel à cette fonction, à ce niveau, le paramètre stock, ça sera à stock. La fonction onShare qui retourne un stock ici. Juste ici en bas, je vais d'abord déclarer une fonction d'extension sur la classe fan, la classe mainActivity, la fonction d'extension shareStock avec comme paramètre data du type string. Je vais déclarer ici une intention par val sendIntent du type intent qui sera égal à une instance d'intention. Cool. Par le scope function apply, je vais définir à cette intention d'abord la propriété action à intent.actionSend, la fonction putExtra avec comme argument intent.extraText et au deuxième paramètre les data. Type, c'est du texte brut par plain text, like 10. Alors, juste ici en bas, val share intent sera égal à intent.createChoose. Au premier paramètre, l'objet sendIntent et au deuxième, passer juste la valeur nil. Et enfin, start activity avec share intent comme argument. Cool. Cette fonction
permettra juste d'ouvrir une interface pour permettre de sélectionner toutes les applications installées dans les systèmes qui supportent les données du type texte. Ouais. Par exemple, les applications de messagerie, ainsi de suite. Alors ici, comme je suis dans la classe main activity, je vais directement appeler la fonction share stock. Ça marche. Au paramètre date, ça sera d'abord à l'objet stock. Ça sera d'abord image link comme suit. Passer à la ligne. Je vais copier ceci, coller juste ici en bas. Ici c'est stock.marque que je concatène avec stock.modèle. Puis je passe encore à la ligne. Je vais encore une fois coller. Cette fois-ci, c'est caractéristique. En bas encore, ici la propriété prix net. Juste en bas encore une fois, commission. La propriété commission. C'est tout, j'espère que tout est OK. Je vais devoir exécuter. L'application. Ouais, c'est bon. Au moins, le chargement ne finit pas. Je me demande où est-ce qu'on peut avoir le problème. Dans repository, non, c'est plutôt dans main view model quand on collecte les flux. Je vais fermer tous ces machins. Ouais, nous y sommes à ce niveau. Je vais afficher dans logcat la valeur que le flux sera en train d'émettre. Log.d. Le tag c'est stock share. Et là, on sera en train d'afficher la valeur des result que je vais convertir en champ de caractère par la fonction toString. Et juste ici, s'il y a erreur, je serai en train d'afficher les informations de l'erreur sur la console en appelant depuis result la propriété drawable, la fonction printStackTrace. Ceci devra être plutôt ici en bas. Je vais exécuter de nouveau l'application. C'est bon. Je vais ouvrir le logcat pour voir ce que ça donne. Je vais filtrer notre tag. Je ne vois rien en tout cas. En fait, c'est juste que la fonction getSheetData and catchThem n'est pas exécutée. Si elle était exécutée, on verrait utiliste la valeur loading sur le journal ou lookat. Ce qui est tout à fait normal parce que la fonction getSheetData and catchThem ne s'exécute que dans deux scénarios, soit lorsque l'utilisateur réussit à s'authentifier ou quand l'utilisateur clique sur le bouton refresh. Les problèmes, on s'était déjà authentifié à l'application avant qu'on implémente tout ce qui est récupération de données depuis Google Sheets et tout ce qui suit. Mais ce problème ne pourra plus se répéter. J'espère. Je vais cliquer ici sur le bouton refresh. C'est bon. Ouais, nous avons certes une erreur, mais au moins, nous avons un signe de vie. Ouais. L'erreur nous dit que l'application n'a pas la permission d'accéder à Internet. Pour résoudre ce problème, dans le fichier manifeste, je vais ajouter à ce niveau par l'attribut usePermission la permission sur Internet.
Je vais exécuter de nouveau l'application. Ok, je vais cliquer sur Refresh. Et oui, cette fois-ci, ça marche très bien. Nous avons la liste des stocks récupérés depuis Google Sheets. Et si on les voit s'afficher sur l'écran, c'est que les stocks en question provenant de Google Sheets ont été stockés avec succès dans la base de données locale. Parce que c'est le seul endroit où on les récupère. C'est très génial. Lorsque je clique sur le bouton Share ou Partager, c'est bon, je vais sélectionner l'application Gmail. Et oui, nous avons un mail déjà composé avec les informations de notre stock. C'est bon, je vais revenir à l'application. Ici, pour les prochains démarrages de l'application, comme les données sont déjà dispo, directement les données s'afficheront sur l'écran sans pour autant cliquer sur le bouton Refresh. À moins que l'utilisateur clique sur le bouton Refresh pour forcer la récupération des données depuis Google Sheets. Bon, il peut cliquer ça par curiosité pour chercher s'il y a encore d'autres, des nouveaux stocks qui ont été ajoutés dans les styles Sheets, quoi. Cette fonction observe les données dans la base de données locale. Lorsque l'authentification réussit, on récupère les données depuis Google Sheets pour les stocker en local. Et lorsqu'on clique sur le bouton Refresh, on fait aussi la même chose. Nous voici à la fin de cette vidéo, très chers développeurs, où nous avons réussi à récupérer les données depuis cette feuille de calcul Google Sheets en ligne et consommer ces données dans une application Android avec un système de cache grâce à la base de données locale de Android SQLite. Et nous avons fait tout cela selon les bonnes pratiques de développement des applications Android. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous assure, ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.